les outils que je vais vous montrer. Ce sont les outils dont on entend le plus parler, qui souvent ont le plus d'équipes, ont levé des fonds. C'est bête, mais Airtable, le fait qu'ils soient valorisés 12 milliards, ça implique aussi que, enfin, ça leur permet d'embaucher des équipes très costauds et tout ça. Mais il n'y a pas que les Américains, il y a aussi Time Tonic en France, il y en a. Et voilà, ce sont des outils, on va dire, qui ne sont pas sortis il y a 2 jours et qui ne risquent pas de mettre la clé sous la porte demain, parce que ça existe aussi. Ça arrive que des outils mettent la clé sous la porte, et là, pour le coup, la dépendance. Mais voilà, misez plutôt sur des outils compagnons sur rue si vous voulez faire un projet sérieux. Aussi, un petit point de vocabulaire, je vais parler de stack souvent. La stack, en fait, c'est quoi? C'est un mot qu'on utilise dans le code aussi. Book stack, en anglais, c'est la pile de livres. La stack, c'est les couches d'un projet. La base de données, là où je stocke les données, l'interface utilisateur, le site, ce que je vois à l'écran, la saisie de données, les formulaires pour que les gens entrent les infos, les workflows, ce qui fait qu'il y a des actions en chaîne qui se déclenchent quand je clique sur un bouton, et les services tiers, tout ce à quoi je peux brancher. Par exemple, Stripe, c'est une brique qui permet d'accepter les paiements par carte bleue sans réinventer la roue. Calendly, c'est une brique pratique pour prendre des rendez-vous. Votre logiciel de compta dont vous dépendez, ça peut être une brique externe. Et le no-code, souvent, peut se brancher avec ces briques externes. Et aussi, sachez qu'il y a 2 approches, puis je vous fais l'état de l'art. Il y a l'approche modulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais choisir plusieurs outils que je vais interconnecter les uns avec les autres. Plusieurs outils no-code. Plusieurs outils no-code. Et dans les services tiers, ça peut être des outils non no-code. Regardez, par exemple, nous, Contournement, on fait des formations e-learning. Parfois, on me demande, mais du coup, vous avez no-codé votre plateforme de formation en ligne? Sur à quoi on répond non. Et les gens font ah, vous l'avez codé. Non. On ne l'a pas no-codé, on a utilisé un outil spécialisé qui s'appelle Podia, qui fait des plateformes de formation en ligne. On ne va pas réinventer la roue de la roue. Par contre, Podia, c'est complètement intégrable avec Zapier qui permet d'interconnecter, Airtable pour, gérer les clients, etc. À partir du moment où il se passe quelque chose sur Podia, tout est interconnecté et tout communique avec tout. Ce n'est pas des outils silotés qui ne sont pas interconnectables. Dans une approche modulaire, on peut imaginer du coup donc un service tiers qui est une appli classique, un logiciel classique. Par exemple. Et du coup, je vais aller choper l'outil no-code qui fait les workflows, que je vais connecter avec un autre outil no-code qui fait la saisie de données, un autre outil no-code interface, par exemple. C'est ça dont on parle. Par exemple, il y a des boîtes aussi qui, parfois, ont un outil, par exemple Luco, le gros assureur en ligne, ils utilisent le no-code pour tester de nouveaux services qui branchent avec leur appli qui est codée, elle. Et puis si les gens n'en veulent pas du service, ils arrêtent, mais au moins ils y ont passé 2 semaines, pas 2 ans. Et quand ça marche, ils le codent. Donc ils interfacent en effet du no-code avec... Enfin, c'est un peu différent ce qu'on vient de répondre, mais en tout cas c'est possible. Et on imagine que d'autres proposent des solutions un peu plus intégrées. Intégrées, voilà, tout en un, par exemple Bubble ou Xar, qui, en fait, toutes les couches sont dans un seul outil. Il n'y a pas une approche mieux que l'autre. Nous, Contournement, on adore l'approche modulaire parce qu'on considère que quand même, pris un par un, c'est plus accessible. Des débutants peuvent déjà en quelques heures faire des choses. Mais il y a des outils modulaires qui sont complexes aussi. Et Xar, par exemple, c'est beaucoup plus accessible que Bubble. Donc ça, voilà, c'est mouvant. Il y a des outils parfois qui deviennent plus complexes, d'autres qui se simplifient. Faut être bien conseillé. Vous pouvez faire ça ou ça pour différentes raisons. En tout cas, il y a ces 2 approches. Allez, on y arrive. Ce fameux panorama, cet état de l'art. C'est ça, et je vais vous montrer un premier qui est très simplifié. Et puis après, vous allez voir, il y en a d'autres qui vont apparaître. Comme ça, vous repartirez avec cette présentation que vous pourrez afficher dans votre chambre, dans votre bureau, où vous voulez. Création de site web. Par exemple, Doric et Squarespace sont des outils très simples d'accès pour faire des sites web, même de l'e-commerce. Pendant le 2e confinement, avec Squarespace, j'avais fait une formation en ligne gratuite pour les artisans et les restaurateurs pour qu'ils puissent se faire eux-mêmes leur site de click and collect. Il y avait des gens qui me disaient « Ah, j'ai réussi !» Parce que Squarespace, c'est vraiment très bien fait pour ça. Et Webflow, c'est la Rolls-Royce du site web. C'est incroyable ce que vous pouvez faire. Vous pouvez aller très loin. C'est une abstraction du code où vous cliquez sur des boutons. Et ça. Par contre, c'est très complexe. Il faut 3 semaines pour s'y former. Alors que Squarespace, déjà, en 1 heure, tu peux avoir fait un premier truc. Question courte qui appelle une réponse courte. Quelle différence par rapport à un CMS classique, un WordPress classique? Est-ce que du coup, là, WordPress, on considérait déjà que c'était du no-code ou pas tout simplement un logiciel, quoi? Difficile de répondre courtement là-dessus, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, WordPress, déjà historiquement, c'est bête, mais c'est pas fait pour faire des sites. WordPress, j'en ai beaucoup fait à l'époque, à la base, c'est des templates c'est fait pour publier du contenu dans des templates. Et dès que tu veux bouger un bloc ou autre, il faut coder ou alors le remplir. Il faut l'installer, il faut l'héberger,
Enfin voilà, c'est quand même assez technique. Et là, c'est tout clé en main, quoi, du coup. Et là, c'est full en ligne, c'est hébergé par l'éditeur, et c'est fait pour faire des sites. Là, vraiment, c'est comme si tu faisais du HTML et du CSS, mais visuellement. Okay. Et aussi, il y a un CMS, c'est un système de gestion de contenu. C'est-à-dire que tu peux mettre un CMS dans Webflow, mais c'est... bref, on y reviendra. Oui. Création d'appli web. Softer. Moi, Softer, c'est notre chouchou chez Contournement, parce qu'on trouve que... En fait, Softer, tu le branches avec Airtable, avec la base de données, et littéralement, en une journée, on a réussi à former des jeunes éloignés de l'emploi, en plus, en Seine-Saint-Denis, à faire une application avec une galerie filtrable, une galerie d'annonces d'offres d'emploi filtrables, CDD, CDI, machin, par outil, enfin bref. Et les gens peuvent se connecter, sign in, sign up, et quand ils sont connectés, ils voient plus de choses quand ils ne sont pas connectés, il y a des niveaux d'utilisation, bref, une vraie appli web, en une journée. Softer, on trouve que là où ils sont très très forts, c'est des Allemands, c'est qu'en termes d'accessibilité, de prise en main, ça va vraiment très vite. Voilà. Il y a Xar qu'on n'a pas testé depuis longtemps chez Contournement, mais on devrait parce qu'on sait que c'est de plus en plus puissant et que c'est beaucoup plus accessible que Bubble. Aussi, nous, cette notion d'accessibilité, de prise en main rapide par les débutants, elle est essentielle pour nous. Mais il y a des cas où c'est pas à ça qu'il faut faire gaffe. Il faut aller plutôt à droite. Mais Benoît Marais en parlera bien mieux que moi tout à l'heure. Et donc, c'est français, hébergé en France, etc. Données de santé sécurisées, enfin bref, il y a beaucoup d'avantages aussi. Et Bubble, qui est l'historique, qui permet de faire des applis web très avancées. On aura un exemple sur le sujet. Et vous aurez des exemples cet après-midi. Et donc, je l'ai mis à la frontière parce que c'est plutôt du web, mais tu peux quand même faire du mobile avec. Glide, ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui permet de faire des applis mobiles assez rapidement, qui a quand même aussi des limites, notamment en termes de confidentialité des données, etc. Et Adalo, qui permet de faire des applis téléchargeables sur le store, mais qui ne bouge pas trop depuis quelques années. C'est un peu inquiétant, mais bon, et ça fonctionne pour l'instant. Et là, pour les ops, la Sainte Trinité, nous, qu'on adore chez Contournement, Airtable pour gérer des données, pour se créer ses outils internes, c'est redoutable. TimeTonic, une alternative française, qui est très bien aussi, hébergée en France, qui permet plus de faire du mobile et tout. Aussi, enfin voilà, je vous laisse regarder. Notion, c'est un peu ce qui est en train de remplacer Google Docs, Word et tout ça. Pour se faire un outil de collaboration interne, Notion, c'est redoutable. Microsoft essaie de les copier, mais ils sont encore loin derrière. Ils les copient mot pour mot, en fait, mais juste en 2 dimensions, c'est pas en 3D, quoi. Il manque plein de fonctionnalités, genre les bases de données de ça. Et Zapier, pour interconnecter les outils entre eux et automatiser. Quand je reçois un email dans Outlook avec une pièce jointe, alors automatiquement me créer une tâche Trello et automatiquement me faire un message dans WhatsApp et automatiquement forwarder l'email au directeur. Vous pouvez faire ce genre de choses assez rapidement. Et Make, qui c'est un peu comme Zapier, mais beaucoup plus puissant, beaucoup plus avancé et qui plaît beaucoup au DSI souvent et au tech parce que c'est une granularité, tu peux aller très loin avec. Et je vous montre avec plusieurs autres outils, par exemple WeWeb, des Français, mais qui sont implantés aux États-Unis, je crois, qui sont très bien. Flutterflow, on peut exporter le code, par exemple, avec, faire du mobile. N8N, Baserow, sont open source. C'est un peu Airtable, il y a en plus simplifié, mais vous pouvez l'héberger chez vous, en premise. Donc dans certains cas, pour avoir le contrôle sur les données, ça peut être bien. Et juste là, parce que quand même, c'est une cartographie assez arbitraire qui a pour but la pédagogie. Xar, TimeTonic, est-ce que... Parce qu'on a la chance d'avoir 2 éditeurs français ici, donc est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ah, nous, on nous verrait plutôt en haut à droite. Est-ce que vous avez des choses là-dessus? Parole donnée à TimeTonic. Merci. Non, je pense que la cartographie représente bien l'écosystème. Ce qui est super intéressant, c'est effectivement de voir où sont les acteurs et aussi de pouvoir effectivement comprendre que les interactions sont également possibles d'étage en étage. Donc, et c'est la mixité de tout ça qui fait qu'à la fin, la solution répondra aux besoins métiers. Côté Xar, on se retrouve bien, on se reconnaît dans cette carto? Ouais, carrément. J'ai juste un petit mot à ajouter sur ce que tu disais tout à l'heure, Erwan, sur prendre des outils parce qu'ils sont très bien valorisés. Je mets juste un petit bémol là-dessus, parce que je pense qu'il vaut mieux prendre des outils rentables que très bien valorisés, dans le sens où on l'a vu avec notamment la Silicon Valley Bank, ça peut très vite tomber. Et du coup, je pense un truc à regarder, c'est la rentabilité, aussi un peu la structure financière, etc. Mais voilà, c'est juste un petit peu. Mais sinon, non, là, le panorama est très complet et tout à fait représentatif. Alors là, je peux pas te laisser dire ça. Non, je plaisante. Non, je suis complètement d'accord. D'autant que tout à l'heure, ce que je voulais dire, c'est que c'est un signe. Ça peut être un signe de...
on va dire, de pérennité et tout. Mais la levée Mais de ça fonds fait pas suffit tout. Ouais. Voilà, c'est clair. C'est rentabilité des boîtes et pas simplement levée de fonds. On s'avance vers la conclusion, peut-être, Erwan. L'une des conclusions de ce matin, c'est de dire pensez MVP. MVP, ça veut dire quoi? Ça vient du vocable des startups. Donc, pour rappel, c'est pas que des boîtes à but lucratif, etc. C'est une démarche d'expérimentation et souvent avec le no-code, vaut mieux penser MVP parce qu'on peut tomber de très haut. MVP, ça veut dire Minimal Viable Product. Produit minimum viable. C'est quoi? C'est un produit qui est minimum et qui est viable. Bref, ça nous on peut mettre dans les mains d'un client potentiel ou d'un vrai client. Exactement, ou même des clients internes complètement finalisé. C'est ça. Au lieu de se dire, je vais faire une voiture, je vais mettre 1 million de budget et tout, et puis quand je la sors, je ne sais même pas si les gens vont s'en servir en fait. Je vais plutôt en un jour, moi-même, en m'auto-formant un peu à l'arrache, par exemple avec la formation gratuite de contournement de 4 heures, et il n'y a pas que la nôtre, il y a des formations gratuites en ligne, les versions gratuites des outils vous permettent de passer le cap. Je fais un skateboard. Les gens l'utilisent, il y a 10 personnes qui l'utilisent, super. Par contre, ils se cassent la figure. Je tire des conclusions, donc au lieu de mettre un moteur derrière, ce qui pourrait empirer les choses, alors que je pensais faire ça, je mets un guidon. Là, il y a 100 personnes qui l'utilisent. Donc je fais ma trottinette en me formant un peu une semaine. Et après, là, on me demande d'aller plus vite. Pour faire le vélo, là, je vais me faire accompagner par un expert ou une experte. Mais tout en faisant aussi un peu moi-même. Et là, j'en vends 10 000 des vélos. Et on va coder une moto qui garde des roues en no-code. Vous voyez, c'est cette logique aussi. C'est pas forcément on passe tout sur du code, mais à chaque étape, je teste. Je vois si ça marche parce qu'il y a plein de gens, grâce au no-code, ils font pas leur projet. Ils se disent, non, là, regarde, mon appli, elle est bien, mais personne ne s'abonne. C'est peut-être que ton offre, elle fonctionne pas, quoi. Donc le code est compatible avec le no-code. C'est aussi ça que je retiens de ce petit schéma. Absolument. Tu peux ajouter du no-code, tu peux ajouter du code sur du no-code parfois pour pousser plus loin. Tu peux aussi brancher des briques de code sur du no-code. On avait fait un projet pour une grande entreprise, par exemple, où tout le site e-commerce était fait sur Webflow. Et il fallait générer des cartes du ciel à partir du nom, c'était de l'astrologie, etc. Et ça, c'était généré en Python et avec une API, on en reparlera, mais les API permettent d'interconnecter aussi en no-code des services. Et l'approche intégrée, très rapidement, c'était dans la cartographie, mais pour aller un peu plus loin. Donc, Bubble, on en a parlé, Xar aussi. Il y a Ycode qui est pas mal. Pour faire des sites avec des CMS derrière. Retool qui est très puissant, voire trop puissant, là c'est un truc d'expert. Et Coda qui est pas mal, face d'appli interne. Sur le mobile, je les ai à peu près tous cités, sauf Suncable, qui est pas mal aussi. Je vous les ai un peu isolés, histoire que ce soit plus pratique sur une slide. Et il y a aussi ce qu'on peut appeler l'approche découplée aujourd'hui. C'est le fait que tu as le front et tu as le back. Par exemple, Softer, plus ça va, plus tu peux faire les automatisations et tout ça dans Airtable, et tu as juste Softer qui fait le front. WeWeb, les Français, qui sont bien aussi, et Xano, qui est pas mal aussi. Donc voilà, c'est histoire de vous donner un peu plus d'aperçu de quoi ça ressemble, tout ça. Notion aussi, voilà, vous avez une slide. Un peu un ovni, qui est un peu un acteur un peu différent des autres par rapport à la cartographie. C'est-à-dire que Notion et Airtable, parfois on peut considérer que c'est de la bureautique contemporaine, parce que c'est du no-code si tu fais des outils avec, mais si c'est juste pour le quotidien, utilisez des outils plus pratiques. Et en 2 secondes, la conclusion attendue, c'est sachez que, attention ça va aller vite, de manière prototypale, juste pour faire des protos ou pour aller parfois assez loin, vous pouvez sans coder faire des newsletters avec des fonctionnalités assez avancées, notamment Substack qui vous permet de faire un espèce de site de newsletter payante, etc. De l'e-commerce, notamment Squarespace e-commerce. Les API, pour vous brancher par exemple au service du gouvernement qui va référencer les de l'État, qui va référencer les parcelles ou autre, vous pouvez vous connecter à des datas, ou vous pouvez exposer vos datas pour que les gens les utilisent. Ça, en no-code, vous pouvez le faire assez rapidement. Ça, pour le coup, arrêtons une minute là-dessus, parce que c'est un sujet important dans le secteur agricole. Qu'on comprenne bien, ma brique no-code me permet de développer, je mets plein de guillemets, parce que justement le principe c'est pas de développer mais plutôt de paramétrer, une API sur ma solution propriétaire. C'est ça, c'est-à-dire que en fait tu peux appeler une API, c'est-à-dire il y a une API qui existe, je l'appelle, ou je peux exposer une API. Par exemple, moi j'ai plein de données. Et donc c'est bien ce que je dis, je crée pas l'API, j'expose ou j'appelle. En fait, mais si tu l'exposes, tu la crées. Ok. C'est-à-dire que c'est ton API, c'est comme si tu mettais des tuyaux de coder l'API avant. Les gens en fait, ma question c'est est-ce que j'ai besoin de coder l'API avant et j'utilise un outil no-code qui l'expose,
ou est-ce que ça me fait mon API? Mais voilà, il y a un côté un peu magique du coup là qui m'interpelle. Je comprends. Avec Zapier et avec Make, tu peux exposer ton API sans avoir à la coder. Par contre, il faudra que tu fasses un peu ce qu'on appelle du JSON, c'est un langage pour pouvoir faire communiquer les API. Par exemple, contournement, on s'adresse principalement à des débutants. On a une formation en 1h30 d'introduction où des débutants arrivent à manipuler un peu de JSON et d'API de manière basique. C'est-à-dire que c'est du langage, c'est du code assez simple, pour le dire comme ça. Et tu peux donc complètement dans Make exposer une API sans avoir à passer par une partie où tu codes et héberges une API ailleurs. Et il y avait un exemple très intéressant de Julien Mottet, un expert qui m'avait raconté que, je ne sais plus, il y a le service qui référence les parcelles, c'est ça, et qu'il avait pu se brancher à ce service-là pour pouvoir, dans l'appli, utiliser ce service et pas avoir à le recréer, ce qui est complètement impossible. Et j'imagine que les cas d'usage, voilà, on pourra réinsister sur ce point-là parce que ça me semble être un point un peu clé, parce qu'on bute beaucoup sur la question de l'interopérabilité en agriculture, donc ce sera un sujet intéressant à exposer plus tard. Et on a la chance que le gouvernement, enfin l'État, nous mette à dispo plein de données en open data aujourd'hui. Donc, scrapping, donc pour aller copier-coller des infos automatiquement au lieu de le faire plutôt que de le faire à la main. Attention, il y a des cas où il y a des limites légales aussi, mais il y a des cas où c'est très pratique. Les chatbots, vous savez, quand vous arrivez sur un site, bonjour, que puis-je faire pour vous? Je cherche une salle de sport. Ah d'accord, il y en a une pas loin. Ça se fait très bien en no-code, notamment Junebot, qui sont françaises, Cocoricode, ou plutôt Cocorinocode. Pardon. Assistants vocaux. Ok Google, est-ce que je peux te no-coder? Oui, vous le pouvez avec VoiceFlow. Alors, c'est plutôt pour prototyper. C'est pas hyper puissant, mais bon, c'est quand même assez impressionnant. 3D, réalité virtuelle, réalité augmentée, notamment Vanderland. Pareil, c'est une entrepreneuse française qui l'a montée comme Junebot. Donc vous pouvez faire des choses là-dedans. Les jeux vidéo, on en a parlé un peu tout à l'heure. C'est les stories, notamment des Français qui permettent de faire des serious games et tout. Intelligence artificielle et machine learning, très intéressant. Donc on a vu Teachable Machine tout à l'heure, pour reconnaître visuellement. Mais dans les outils no-code, il commence à y avoir de l'IA. Par exemple, dans Notion, je vais vouloir créer un bloc qui va me proposer rechercher des choses, traduire, expliquer, rédiger un paragraphe, continuer à rédiger. C'est assez impressionnant. Ça marche assez bien. Zapier aussi, qui vous permet de faire des opérations d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous faites une automatisation et à un moment, il faut qu'il y ait une action d'intelligence artificielle. Et direct, en fait, c'est intégré dans les outils. C'est ça, ça vient de chercher. Je crois savoir que XAR le fait aussi, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Timto, vous êtes sur ce sujet ou pas? Voilà. Tout à fait aussi. Le sujet du moment. Blockchain. Donc voilà, on peut faire des choses sans coder en blockchain. Et les objets connectés. Et ça, je ne comprends pas que ça aille pas plus vite. Il y a même un outil qui permet de dresser des machines. Enfin, c'est-à-dire avec une espèce de capteur, de dire à la machine, fais ce mouvement plutôt que de le coder. Enfin, c'est assez hallucinant. Et quelques sujets connexes, ça c'était pour les questions-réponses qu'on avait gardées. Exactement. Merci. Déjà, on peut déjà l'applaudir pour cette première conférence introductive. Garde le micro parce que je vais te poser quelques questions. Effectivement, donc là, le cadre est posé, on a compris le potentiel. On a commencé à aborder au moment des questions quelques doutes ou quelques limites, en tout cas des questions relatives à la confiance à accorder en ces outils. J'ai une première question, moi, sur la question de la maintenance des applications que je vais développer moi, en m'appuyant par exemple sur XAR ou TimeTonic. Comment je m'assure que cette maintenance, si XAR fait évoluer son outil, est-ce que les applications que moi je vais développer je vais avoir plein de bugs, ou est-ce que je vais devoir moi-même du coup reparamétrer, etc. Comment cette question de la maintenance est intégrée dans les outils no-code? Vous aurez le récap par écrit dans le support. Là, je vous réponds à l'oral, au talent. En fait, un outil no-code, par définition, étant donné qu'il l'héberge, souvent, s'il y a un bug, c'est pour tout le monde. Mais du coup, généralement, il n'y a pas de bug, il ne s'amuse pas beaucoup à laisser. Donc en général, il y a assez peu de chances qu'il y ait des bugs. Quand il y en a un, il le résolve souvent très vite, notamment parce que la communauté réagit très vite. Par exemple, dès qu'il y a un problème ou alors un temps d'indispo sur Airtable, Twitter s'enflamme. Donc quelque part, ça vous dédouane de maintenance. C'est-à-dire que ce n'est pas comme WordPress ou un langage de programmation où il va falloir que tu mettes à jour, que ça pète dans tous les sens, que tu répares partout. En général, il s'arrange pour que ce soit indolore, invisible, il l'annonce quand même. Et puis tu reviens, l'interface a un peu changé, mais généralement, ce n'est pas la révolution. Deuxièmement, il y a quand même des outils qui, par exemple Softer, il y a des blocs qui ne fonctionnent plus pareil.
Et ben, quand tu reviens sur ton appli software, ça tourne toujours. Par contre, ils te disent fais gaffe. Là, c'est l'ancienne version, donc ils s'arrangent pour que ça fonctionne encore. Si tu veux le mettre à jour, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Et souvent, c'est quelques petites manips qui vont assez vite. Sur Bubble, je ne connais pas hyper bien Bubble, mais je pense qu'il y a des cas où ça peut avoir plus d'enjeux. Mais en tout cas, on va dire que, étant donné qu'ils hébergent et qu'ils gèrent pour vous, c'est plus difficile de faire des bugs ou de se planter d'une mise à jour à l'autre. Mais peut-être que les éditeurs ont des choses à apporter là-dessus. En général, je donne une réponse un peu globale. Si vous avez des points plus précis sur ça, sur le côté maintenance. Vous corroborez ou un petit commentaire? Et c'est l'un des avantages des outils no-code aussi. Et par contre, oui, sur le côté dépendance et maintenance, c'est bête, mais il y a aussi, j'ai pas répondu ça, il y a des outils qui s'engagent, s'ils mettaient la clé sous la porte, à mettre leur moteur en open source pour que ça continue à tourner. Par exemple, vous, je sais que vous le faites, ça, je sais que Bubble le fait. Mais du coup, voilà, il y a aussi ça. Oui, juste pour effectivement compléter totalement en adéquation avec Erwan, les principales évolutions, outre la notion de correction de bugs, c'est surtout effectivement plutôt l'évolution des fonctionnalités. C'est-à-dire que bien évidemment, il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'il y ait une évolution de quelque chose, une mise à jour des nouvelles fonctionnalités. Donc c'est plutôt toujours quelque part au bénéfice plutôt du client. Par contre, ça ne remet pas en cause l'existence d'un client. À partir du moment où, par contre, il y a des grosses infrastructures, des grosses évolutions majeures pour des raisons de plateforme, d'opérationnalité, etc. derrière, il y a toujours quelque part une prévenance. Après, dans la maintenance, il y a aussi un élément important, c'est que côté métier, ce qui est intéressant de parler, tout à l'heure Erwan l'a dit, il y a une notion maintenant de gouvernance. Il y a aussi à un moment donné une sorte de délégation côté client qui va lui maîtriser cette gestion, cette évolution également, ces fonctionnalités en relation avec généralement l'éditeur. Donc il y a toujours aussi une relation de proximité qui se crée entre le client et l'éditeur. J'imagine qu'il y a différentes catégories d'utilisateurs, on en reparlera aussi tout à l'heure en fin d'après-midi, et donc en fonction de cette catégorie d'utilisateurs de vos solutions, vous leur donnez plus ou moins de droits potentiellement sur la gouvernance de ces évolutions et cette Exactement. maintenance. N'oublions pas une chose, c'est que le client est propriétaire de ces données, donc il en a la gouvernance. Oui, justement, ça c'est un autre point. C'est un sujet qui est super intéressant. Ouais, c'est un autre point sur lequel peut-être on fera réagir justement Benoît-Marie sur la question donc, des données, qui était un peu derrière aussi la question de tout à l'heure. Quelle confiance accorder aux éditeurs vis-à-vis de la gestion des données qu'on leur confie en quelque sorte, parce que s'ils hébergent les données, on leur confie cette gestion-là. Et je pense notamment en termes de cybersécurité. C'est-à-dire que sans même penser à de la malveillance côté éditeur, ils peuvent être eux-mêmes attaqués. Et je pense que c'est parfois un des freins que peut évoquer les DSI. Côté cybersécurité, quelle garantie chercher auprès des éditeurs? Alors, je fais un petit disclaimer. Attention, je vais répondre de manière globale, mais après, chaque outil peut avoir ses spécificités, etc. Pour résumer, et je pense que les éditeurs sont bien plus experts que nous, qui sommes des formateurs, là-dessus. Premier point sur la sécurité, si l'éditeur vous héberge votre produit, ce qui n'est pas toujours le cas, parfois vous pouvez héberger chez vous, mais si l'éditeur héberge, vous dépendez de lui. L'avantage, c'est qu'il y a aussi la mutualisation. C'est-à-dire que s'il est bon, la sécurité, c'est pour tout le monde. De la même façon, je peux dépendre d'OVH en faisant héberger mes données à un tiers. Donc, et il peut y avoir un incendie. Pardon. Non, je plaisante, c'est un très bon hébergeur. Non, mais c'est vrai, mais il y a ces questions. On dépend toujours de quelqu'un sur Internet. Ça me rappelle cette BD où il y a... Oui, mais non, en fait. On l'évoquera au déjeuner, la BD. Et du coup, ce qu'il y avait dedans... Ces outils sont sécurisés. Les gros outils, en tout cas, ils ont des certifs. Donc, vous verrez, en bas, il y aura une petite capture d'écran. Et vous pouvez aller voir sur le site. Si vous tapez XAR sécurité, Airtable sécurité, TimeTonic sécurité, vous trouverez sur leur site les normes, les sécurités qu'ils respectent. Il y a certains outils qui proposent du on-premise, comme TimeTonic, Baezro, WeWeb, Xano. Vous pouvez, dans certains plans entreprises en général, dire je suis une grande entreprise, je veux héberger chez moi. Vous pouvez dans certains cas. C'est souvent plus cher, vous pouvez l'héberger chez vous. Gare aux petits outils qui viennent juste de sortir, je ne reviens pas dessus. Et surtout, attention à l'erreur humaine. Faites-vous accompagner par un expert ou une experte. Oui, parce que les failles de cybersécurité, elles viennent plutôt pas forcément de la fournisseur de logiciels, mais parfois de l'usage qu'on fait de cet outil-là. Exactement. Et la faille, elle est avant tout humaine en termes de cybersécurité. Si tu te ramènes sur TimeTonic, que tu as la liste de tous tes clients et tes machins, et qu'il y a les données personnelles, et qu'il y a le ou la stagiaire, mais ça peut être le ou le directeur qui met ça en public, et que ça tourne sur Twitter, c'est pas la faute de l'outil. Donc c'est pour ça que c'est bien quand même d'avoir un expert ou une experte qui, quelques heures par-ci par-là, vient mettre son nez dedans.
Mais du coup, comme les gens peuvent faire eux-mêmes, ces quelques heures, c'est pas des semaines entières d'audit. Donc voilà quelques exemples de pages de sécurité, etc. En tout cas, ce qui est important de retenir comme message clé, c'est OK, on peut bidouiller, faire des prototypes, et tant que ça c'est pas exposé extérieur, bah OK, on peut pas trop s'en soucier. Par contre, dès qu'il y a l'utilisation de données tierces et une exposition de la solution à l'extérieur, très vite s'intéresser de près à ces questions-là et lire de très près les conditions générales de vente et les droits et des licences de ces outils. Sur même quand c'est des données internes, parce que parfois il y a des gens qui font un mauvais paramétrage et ça devient public. Effectivement. Ouais. Et donc pour tout ce qui est rapidement RGPD et confidentialité des données, là aussi il faut s'assurer que les éditeurs, et on leur passera la parole, justement respectent ces réglementations. Et là, encore plus le disclaimer, cas particulier, les juristes ont le dernier mot et regardez les conditions générales de vente d'utilisation. Donc posez-vous les bonnes questions aussi, parce qu'il n'y a pas que l'outil dans la question du RGPD. Il y a est-ce que je supprime les données régulièrement, est-ce que j'en demande pas trop à mes utilisateurs, voilà. Donc, les bonnes pratiques du RGPD. La plupart des outils, en effet, que j'ai montrés, sont hébergés aux USA, sauf les Allemands, les Français, etc. Mais ça pose des questions, parce que USA égale Patriot Act, l'État américain peut plus ou moins mettre son nez dedans. Donc pas toujours de problème, mais peut-être un problème. Par exemple, Airtable, c'est pas très clair. Tu peux signer des contrats pour que ce soit mieux 10 ans, mais il y a quand même toujours ce truc de Patriot Act. Donc voilà, jurisprudence a tendance à me faire dire, dans des grandes entreprises, il y a des DPO, des responsables données, qu'on dit c'est bon, on peut aller sur Zapier, sur Airtable. Je me dis qu'ils ont fait leur boulot. Moi, c'est pas mon boulot de dire si il faut y aller. Moi, je dis c'est le juriste ou la juriste qui a le dernier mot, notamment le DPO, Data Privacy Officer, responsable des confidentialité des données. Mais en tout cas, ces outils, il faut se dire qu'ils ne vendent pas vos données. Ce n'est pas Facebook. Ils ne vont pas vendre les données à je ne sais pas qui pour faire de la pub. Ce sont des outils, en général, avec une version gratuite, puis que vous payez 10 €, 20 €, 30 € par mois, mais leur modèle économique, c'est ça. Ce n'est pas de vendre vos données, par contre. S'il y en a un qui s'y amusait, je ne pense pas qu'il ferait long feu. Mais en fonction de la politique de l'entreprise, ça peut poser question. Donc, c'est pour ça que je dis le juriste ou la juriste a le dernier mot. CGU, CGV. Et aussi, voilà, je rappelle que les outils qui sont hébergés en France ou que vous pouvez demander à héberger vous-même, moyennant un peu plus de budget. Justement, une réaction des éditeurs. Oui, Time Tonic. Il y a aussi de nouveaux modèles aussi d'associations. C'est pas parce qu'aujourd'hui une solution est proposée en mode SaaS, c'est-à-dire qu'elle est hébergée par l'éditeur, qu'il n'y a pas une relation de sécurité avec le client. Aujourd'hui, il y a aussi cette association de dire à un moment donné, une solution SaaS qui est hébergée par un éditeur peut être gérée au niveau sécuritaire par la sécurité du client aussi. C'est-à-dire ça se passe souvent comme ça dans des grands groupes. On doit d'abord passer la frontière, la porte d'accessibilité de chez le client au travers de sa sécurité, sa politique sécuritaire, pour accéder ensuite à la solution qui est hébergée en mode SaaS. Et sinon, du coup, elle n'est pas accessible par Internet. Donc, il y a aussi aujourd'hui cette approche complémentaire qui rassure les grands groupes. Évidemment, les PME, généralement, ne sont pas forcément aussi sensibles que ça, mais il y a aussi un moyen complémentaire de répondre à ces problématiques de sécurité. Merci pour ce petit commentaire. Un dernier complément sur cette question des données, parce qu'en fait, je voudrais te faire réagir aussi, Benoît-Marie, sur la question de la propriété intellectuelle de la solution développée sur base no-code, qui est un sujet un petit peu différent, juste après. Mais deux petites remarques très, très rapides. Sur effectivement la propriété des données et l'implémentation des données. L'implantation des données, si les données sont hébergées aux États-Unis, le problème, effectivement, c'est pas qu'ils vont les revendre, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Le problème, c'est en cas de conflit, ils ont accès à toutes les données, ils peuvent même les supprimer ou désactiver les serveurs. Même si les serveurs sont gérés par des sociétés américaines, sont implantés en France, ils auront le droit de faire ça à distance. Ça, c'est la base. Donc, c'est en cas de conflit que c'est très problématique, et on voit que les conflits peuvent arriver. Et l'autre petite remarque, c'est que moi, je pense qu'il y a un problème sur pas mal d'outils no-code sur la sécurité et qu'il faut y faire assez attention parce qu'on peut vite faire des erreurs, etc. Et nous, le parti pris qu'on a essayé de mettre en place, c'est qu'on propose la même sécurité à tout le monde, c'est-à-dire la plus haute. Et d'ailleurs, on a travaillé avec l'armée de terre sur les 2 premières années sur cette partie sécurité. Et je pense que un des objectifs des outils no-code, ça doit être de proposer la meilleure sécurité, une meilleure sécurité qu'un outil qui aurait été développé en code dans une société. Pour moi, c'est ma philosophie. Super, merci beaucoup pour ce petit commentaire. Merci beaucoup Erwan, on s'en arrête là si tu es d'accord. Mais même si tu l'es pas, c'est comme ça. Je disais, même si tu l'étais pas, c'était comme ça. On s'arrêtait, on en reparlera donc à midi. Donc on te remercie, merci pour ces applaudissements.